Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes jeudi 18 juillet 2025. Bonjour et bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Une attaque à Tchibito qui a fait un mort et 3 blessés. Grave la nuit dernière. Une enquête est en cours pour retrouver les assaillants. Le CNL dénonce un retour au parti unique après la victoire totale du CNDD-FDD aux législatives et sénatoriales. Son président appelle les Burundais à résister à cette politique d'exclusion. Les réfugiés burundais de Nyarugusu s'inquiètent des pressions au retour au pays et de la possible fin des aides sans que les résultats de l'enquête sur leur refus de rentrer aient été publiés. Ils appellent le HCR à clarifier la situation. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrant ce journal par la page sécurité, une personne a perdu la vie et 3 autres ont été grièvement blessés lors d'une attaque perpétrée par des individus non identifiés dans la zone Nena de la commune Tchibitoke en province de Bujumbura. Les blessés sont actuellement pris en charge à l'hôpital local de Tchibitoke. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cet acte. Batazami Wulo nous en dit plus. Marie Goretti Nikagushwa, âgée de 50 ans, est originaire de la colline Rusiga, commune Tchibitoke, a été tuée dans la nuit de son mercredi suite à l'explosion d'une grenade. Selon les voisins proches du lieu de l'incident, ils ont entendu une forte détonation vers 7 heures. Alertés par le bruit, ils se sont précipités pour voir ce qui s'était passé. En arrivant au domicile de Tani Sinahola, ils ont découvert que son épouse venait de succomber sur place à l'explosion. Le chef de famille ainsi que les 2 enfants ont été grièvement blessés. Les habitants ont immédiatement alerté les autorités locales qui ont rapidement organisé leur transfert vers un centre de santé. Ils reçoivent actuellement des soins à l'hôpital de Tchibitoke. Les auteurs de cette attaque restent pour l'instant inconnus et les réseaux de ce geste ne sont pas encore élucidés. Des voisins interrogés par notre rédaction affirment pourtant que Stani entretenait de bonnes relations avec son entourage. Les habitants de la commune demandent qu'une enquête approfondie soit menée, déplorant une recrudescence des actes de violence attribués à des accusations de sorcellerie devenues fréquentes dans cette commune de Tchibitoke. Les autorités locales menées par le chef colline d'Orsiga, Tarsis Nakarutimana, ont confirmé que les investigations ont débuté immédiatement pour identifier les auteurs de cet acte odieux. Toujours en page de sécurité, une famille de la colline Kagazi en zone et commune Tchibitoke, province de Bujumbura, vit cachée depuis plusieurs jours, craignant pour sa vie. Ses voisins l'accusent de sorcellerie. La famille lance un appel aux autorités compétentes afin qu'elles interviennent rapidement avant que la situation ne dégénère. Digne Karondo nous en dit plus. Cette famille qui passe des jours en cachette par peur d'être assassinée, comme l'indique notre source, le chef de ménage s'appelle Tarsis, habitant de la colline Kagazi. Cette famille, depuis un moment, est vue sous menace de mort car ses voisins l'accusent de sorcellerie. Tout a été planifié par un groupe de fraudeurs de son entourage. Accusation basée sur les relations que Tarsis entretient avec les forces de sécurité. De ce fait, ses voisins pensent qu'ils pourraient dévoiler leur plan ou pourraient être une menace pour les activités frauduleuses. Selon toujours notre source, 3 réunions jusqu'à ce jour ont été organisées pour voir comment le forcer à fuir ou l'éliminer. Alerter les responsables locaux, ni le chef de cellule, ni le chef de colline, personne n'a réagi. Craignant pour sa sécurité, celle de sa famille, ils ont préféré fuir et vivre en cachette, surtout que récemment, des personnes ont été tuées pour les mêmes raisons dans cette commune et dans la commune Mabaye, indique toujours notre source parmi les proches de Tarsis. À ce propos, après avoir alerté le chef du village et le chef de colline sans succès, les proches de Tarsis indiquent qu'aucune autorité administrative n'est venue son secours et demandent aux autorités administratives et aux forces de sécurité de suivre de près le dossier de Tarsis et appellent à toutes les autorités compétentes de trouver une solution durable à ce phénomène des personnes qui sont accusées de sorcellerie
puis exécutés. Et en page politique, les Burundais sont fatigués de rester dans le silence tout en subissant continuellement l'oppression. C'est le constat du coordinateur du mouvement des patriotes burundais, Issé Rapide Seruka, après que des écrits en rouge dénonçant le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ont été découverts ce lundi matin dans plusieurs localités du pays. Bob Rugurika a appelé les Burundais en détresse à ne pas perdre espoir. D'après ceux avec qui je me suis entretenu, ils ont voulu manifester leur colère contre la mauvaise gouvernance en cours au Burundi, la mauvaise gouvernance qui est incarnée par le CNDD-FDD. Et à travers ces opérations, je peux dire à travers cet événement, il est clair qu'aujourd'hui, malgré la tristesse, la colère, le mécontentement généralisé au sein des Burundais suite à la précarité générale au sein de la population burundaise, une précarité bien sûr qui est causée par la mauvaise gouvernance du CNDD-FDD, l'absence de politique économique. Donc, malgré l'existence de cette situation, malgré cette colère généralisée, ce mécontentement populaire, il s'observe deux courants au sein de la population burundaise. En fait, il y a ce petit groupe d'individus dont ceux qui ont décidé de manifester ainsi, qui dit que coûte que coûte, ils doivent lutter pour leurs droits. Coûte que coûte, ils doivent s'organiser pour contraindre le CNDD-FDD à revenir à la raison, à revenir à la bonne gouvernance, à remettre le pays sur les rails, sur la voie du développement. Donc, comme ils l'ont dit même dans l'interview qu'ils ont donnée, ils ne sont pas prêts à abandonner cette lutte et ils ont même précisé qu'il s'agit d'un début. Le deuxième groupe de citoyens, c'est un groupe de citoyens totalement dans la résignation. Des gens qui sont dans un désespoir absolu. Donc, qui trouvent qu'il n'y a plus rien à faire. Qui pensent qu'ils doivent attendre et voir ce que le CNDD-FDD fera d'eux. Parmi eux, il y a des gens même qui pensent que le CNDD a été gentil avec eux parce qu'ils sont toujours vivants. Parce qu'ils savent que le CNDD a tué des citoyens et ils sont quelque part reconnaissants de ne pas avoir été tués eux aussi. Ça a été clair avec les réactions parce que nous avons vu des réactions de certains individus qui pensent qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut oser lever son petit doigt, qui pense qu'il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus contester. Donc ça, c'est extrêmement dangereux dans le contexte burundais parce que ces citoyens participent quelque part à leur douleur, participent quelque part, au fait, à la destruction du pays. Parce que moi, personnellement, je pense que penser qu'il n'y a plus rien à faire, c'est quelque part être complice avec ceux qui détruisent le Burundi. C'est ce genre de citoyens qui ont dit, par exemple, que ceux qui l'ont fait, peut-être ce sont des membres du CNDD-FDD, qui veulent sonder l'opinion, qui veulent encore procéder à des arrestations massives, à des tueries. Donc, une catégorie de Burundais qui est totalement dans la peur, qui vit dans la panique et qui vit dans une résignation absolue. Et je pense que ça, c'est extrêmement dangereux pour le Burundi. Et le parti CNL s'inquiète de l'avenir politique du Burundi. Nestor Girkwishaka, président de ce parti, indique que c'est une honte pour un pays comme le Burundi de revenir à la politique d'un parti unique au XXIe siècle. C'est après que le parti au pouvoir ait remporté les sénatoriales et les législatives à 100% des voix. Il demande au Burundi de ne pas céder à cette exclusion instaurée par le CNDD-FDD. Suivez Nestor Girkwishaka. De prime abord et sans détour, le processus démocratique au Burundi est mis en péril. Les raisons qui sous-tendent cet état de fait peuvent être les suivantes. D'abord, le processus électoral a été caractérisé par des exclusions de tout genre, des exclusions des partis politiques dans la participation de l'une ou l'autre étape du processus. On l'a toujours dénoncé et on l'a toujours décrié. C'est juste un rappel. L'autre raison, c'est que le déroulement des élections de juin a été émaillé de fraude massive et multiforme. Nous avons également montré notre position juste après les élections. Et nous avons même porté plainte aux instances habilitées. Mais malheureusement, nous avons reçu des réponses évasives. Je vous apprends que nous avons même saisi l'institution présidentielle, car son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est lui le garant au niveau suprême de la justice au Burundi. Nous attendons sa réponse. L'autre fait et l'autre raison, c'est que pour une fois dans l'histoire des élections, les fraudes opérées étaient publiques, comme si c'était en conformité
avec la loi burundaise. C'est vraiment écœurant. Donc, le principe démocratique est mis en jeu. L'autre raison, c'est que non seulement le Sénat a constaté et dénoncé les fraudes massives dans les élections, mais aussi les autres partis politiques l'ont fait, sans oublier l'Église catholique. Même si les décideurs de ce pays ont minimisé les faits, la réalité est là, parce qu'elle a été étalée au grand jour. Alors, avec un Sénat et une Assemblée nationale constituée à 100% d'un seul parti politique, y aura-t-il une démocratie au Burundi? Absolument pas. On ne peut pas légiférer les lois et en même temps les contredire. Donc, selon le CNL, la démocratie est déjà en péril. Et en page agriculture, des changements majeurs viennent d'être proposés dans le but de réduire les dépenses non nécessaires de la Nagesa et la mauvaise gestion des fonds que le gouvernement alloue annuellement à cette institution. Parmi ces mesures figure la suppression des salaires d'un personnel jugé fictif, ainsi que la revue à la baisse les frais de prestation de services d'une coopérative chargée d'acheminer le maïs dans les stocks de la Nagesa. Josiane Muzaneza nous en dit plus. Parmi les malversations reprochées à la Nagesa figure le gonflement des salariés. En effet, 15 personnes touchent mensuellement 600 000 francs burundais chacune en tant que gestionnaires provinciaux. Selon certains cadres de la Nagesa qui se sont confiés à la RPA, ces gestionnaires sont en fait fictifs car personne ne les a jamais vus. Qui plus est, cette fonction est assurée par des gestionnaires provinciaux. Un autre fait qui inquiète beaucoup ces cadres de la Nagesa concerne à peu près 300 gestionnaires adjoints des stocks de la Nagesa au niveau zonal, des employés placés dans ces postes inexistants juste pour justifier la sortie des fonds colossaux que cette institution étatique n'arrivait pas à expliquer. De plus, ces agents de la Nagesa disent ne pas comprendre pourquoi les gestionnaires provinciaux effectuent au moins 8 descentes dites de supervision dans le but de se remplir les poches avec les frais de mission colossaux alors que ces descentes ne sont même pas du tout nécessaires. Une autre anomalie soulevée par ces cadres de la Nagesa concerne les frais de prestation nouvellement accordés à la coopérative SIAP chargée de collecter la production du maïs et de la cheminée dans les stocks de la Nagesa. Selon nos sources, le nouveau contrat stipule que ces frais sont de 20 francs burundais par kilogramme, alors qu'en réalité, la SIAP ne touche que 10 francs, ce qui signifie que la Nagesa détourne dans cette seule opération au moins 1 milliard de francs burundais sur 100 000 tonnes de maïs, un montant qui s'ajoute, selon toujours les cadres de la Nagesa, aux autres rémunérations et frais de mission non justifiés, estimés à plus de 600 millions de nos francs, couvrant la seule période de 2 mois. Et ces cadres de s'interroger sur le pourquoi l'inspection générale de l'État n'a jamais convoqué la Nagesa afin de la contraindre à donner des justifications convaincantes sur toutes ces sorties de fonds inexpliquées, ce qui a énormément frustré ses agents jusqu'à porter ces cas auprès du bureau de la présidence de la République. Heureusement, ces cadres de la Nagesa se réjouissent de voir que leurs doléances ont été prises en considération par Guy Tega, qui aurait déjà donné une injonction à la Nagesa de revoir le contrat qui le lie à la SIAP et de suspendre dans les meilleurs délais tous les paiements superflus octroyés aux agents fictifs. Merci à toi, Josiane Muzaneza. Et en page de société, le commerce ambulant, notamment la vente de certains aliments, constitue l'activité principale de nombreux jeunes burundais dans les pays voisins. Même si leurs conditions de vie y demeurent très précaires, cela n'empêche pas leur nombre de continuer à croître dans ces pays. Walter Kwizera. La plupart de ces jeunes Burundais qui ont migré vers les pays voisins comme l'Ouganda, le Kenya et ailleurs ont un âge compris entre 10 ans et plus. Les denrées comme les arachides, les œufs et d'autres produits sont leurs principaux articles qu'ils vendent dans le cadre de leur commerce ambulant dans les rues de Kampala, comme en témoigne l'un des Burundais vivant dans cette ville. Ici, dans la ville de Kampala, il y a des jeunes âgés de 11, 12 ans, voire plus. Ces jeunes sont burundais. Ils vendent dans la rue des arachides et des œufs. Ce commerce constitue leur seul métier en Ouganda. Chaque jeune enfant que tu vas faire ce genre de commerce, tu dois savoir que c'est un Burundi. Beaucoup le font à cause de la pauvreté. Quand vous n'avez rien à manger chez vous, il est normal de se lancer dans ce commerce.
Souvent, nous croisons ces jeunes en train d'envoyer de l'argent au Burundi pour leurs familles. En plus, d'autres continuent d'arriver du Burundi. Parfois, tu peux rencontrer par exemple 3 frères issus d'une même famille ici en train de faire ce commerce sans même avoir de papiers. Même au Kenya, la situation est similaire. Pire encore, pour les jeunes Burundais qui y vivent, le logement constitue un sérieux problème. Cela n'empêche pourtant pas que leur nombre augmente chaque jour. Actuellement, une petite chambre est partagée par une dizaine de personnes. Ceux qui ne viennent pas ici en Ouganda vont au Kenya, surtout pour cultiver. Mais là aussi, il y a des jeunes Burundais qui font du commerce ambulant. Ils vendent aussi des arachides, des œufs et du maïs. Ils louent des chambres et un groupe de 5 à 10 jeunes partagent une chambrette. C'est comme ça que se présente leur situation. Certains de ces jeunes Burundais indiquent qu'ils sont souvent arrêtés par la police de ces pays pour défaut de papier. Une situation à laquelle chacun s'attend. Mais comme ils n'ont pas d'autre choix, ils continuent à travailler dans ces conditions. Néanmoins, malgré toutes ces difficultés, la situation serait moins compliquée pour ceux qui ont migré vers l'Europe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à toi, Walter Kwizera, en page réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu s'inquiètent des déclarations du responsable du camp ainsi que des délégués de différentes organisations non gouvernementales, les incitant à retourner au Burundi. Ils déplorent que les résultats de l'enquête récente menée pour comprendre les raisons de leur refus de rentrer n'aient toujours pas été publiés. Dans le même temps, on leur annonce que les aides humanitaires prendront bientôt fin, ce qui accroît leur inquiétude. Ces réfugiés demandent au HCR, au niveau international, de clarifier la situation. David Claude Mbandanayo présente les détails. Le responsable du camp de Nyarugusu et les délégués de différentes organisations sillonnent depuis plus d'une semaine plusieurs zones pour inciter les réfugiés burundais à rentrer dans leur pays. Bien qu'un recensement ait été mené, ils affirment que ces réfugiés doivent rentrer chez eux. Selon Angela, une employée du HCR, membre de cette équipe. J'aimerais vous demander et vous rappeler à tous, chers amis et frères burundais, comme vous avez été interviewés et que nous ignorons encore qui bénéficiera de la protection internationale, je vous encourage à vous enregistrer massivement pour rentrer au pays. Jusqu'au mois de décembre, une aide de $200 est encore disponible pour chaque personne qui retourne. Profitez de cette opportunité pendant qu'il est encore temps. De son côté, Siasa Manjenje, le responsable du camp de Nyarugusu, a déclaré en riant que viendra un jour où les réfugiés burundais se retrouveront dans le camp sans aucune aide. Il y a un sérieux problème de financement au sein du cas. N'attendez pas que la situation devienne critique. Toutes les organisations finiront par partir et vous vous retrouverez seuls, sans nourriture, sans aucune assistance, seuls dans le cas. Une vive inquiétude plane parmi ces réfugiés. Ils se demandent si la décision de suspendre l'aide provient réellement des Nations Unies. Les réfugiés risquent de faire face à de grandes difficultés à cause du système imposé par les responsables du camp. Je tiens à vous informer qu'une grande partie des ratios est détournée. En réalité, ils sont soutenus par le gouvernement burundais dans toutes ces formes de persécution. Mais est-ce vraiment une décision des Nations Unies que de priver les réfugiés de toute aide? Merci à toi, David Claude Mbandanayo, et c'est ce reportage que nous clôturons le journal en français de ce jeudi, 24 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.